Welcome, everyone. We're going to go ahead and get started now. My name is Sarah Smith. I'm a research project manager here at the University of California, San Diego Center on Gender, Equity, and Health. And on behalf of the entire Growing Up Great team, I'd really like to welcome every single one of you who has joined us today. We are very excited that you all are here. As some may know, over the last 7 years, the Growing Up Great project has really worked to improve the sexual and reproductive health and gender equity among very young adolescents in Kinshasa, Democratic Republic of the Congo. And so today you'll be hearing from many of our colleagues who were involved in this project over these last years. Next slide, please. So before we get started, I just wanted to share the agenda. As you will know, we'll hear from colleagues who are going to be sharing insights and lessons learned from all the phases of the project journey, from adaptation through scale up, and of course, insights as well into building equitable partnerships and giving voice to adolescents. Next slide, please. So just to start us off, I'm going to be sharing a few housekeeping requests so that we can keep moving and ensure that this webinar moves smoothly. So first and foremost, given that this webinar will be bilingual in English and in French, we are requesting that everyone go to the bottom of your screen and click on the icon to click on either the English or the French channel. That way you can fully participate and engage in this webinar. I'd also like to just note that you can, of course, write in the Q&A chat any questions you might have, either in English or in French, as you'll be collecting those and sharing those at the end for the Q&A discussion. I'd also like to note that, of course, if you are not speaking, we request that you mute your mics so that we can minimize any background noise. And finally, this webinar is being recorded. So at the end of this session today, our team will be sharing the recording as well as the PowerPoint slides with the full bios of our speakers and panelists who are joining us. So again, thank you so much. And I have the pleasure now to introduce our moderator for today, Dr. Rebecka Lundgren. She is the Associate Professor and Co-Director of the Center on Gender, Equity, and Health, and she's also the Project Director for the Growing Up Great Consortium. Next slide, please. I'd also like to present or introduce our presenters today. Blandine Eveledi, she's the former ASRH manager at Save the Children in the DRC. Mariam Diakete, she's based in Mali, but she is our regional technical advisor here at GDH. Jennifer Gales, she's the ASRH advisor at Save the Children. Next slide, please. Dr. Catherine Barker, she's an assistant professor also here at Center on Gender, Equity, and Health. And finally, Eric Mufuta, who is the associate professor at the University of Kinshasa School of Public Health and the principal investigator for the Global Early Adolescent Study. Finally, I'd like to share that we have many Growing Up Great partners who have provided recorded remarks and who will also be providing final remarks at the end of the webinar. Grady Mbadu, who is the Executive Secretary of the Growing Up Great Youth Advisory Council. Dr. Pierre Ombella, who's the former ASRH Program Manager at Save the Children. Deborah Belelia, who's the National Coordinator of the community-based organization Réseau des Adolescents des Jeunes Congolais en Population et Développement. Dr. Mbadu Mwanda, who's the Director of the National Program for Adolescent Health within the Ministry of Health. And finally, Madam Nepa Nepa, who is the Secretary General of the Ministry of Education for Primary, Secondary, and Technical Education. Thank you so much again, and over to you, Rebecka. Thank you, Sarah. Thanks for those introductions. It's my great pleasure and honor to sort of launch this presentation and talk to you about the Growing Up Great Consortium. Next, please. This initiative is a 7-year partnership between Coordination and Learning Partners, the Center on Gender, Equity, and Health at UCSD, and the Institute for Reproductive Health. Our implementing partner, Save the Children, and our evaluation partner, the Global Early Adolescent Study at Johns Hopkins University and the Kinshasa School of Public Health. We're very grateful for the long-term funding for this initiative from USAID under the Passages Project and the Bill and Melinda Gates Foundation. Next, please. Through this partnership, we sought to generate knowledge on how to work with early adolescents and the adults in their lives to lay a foundation for gender equity and lifelong health and well-being.
To achieve this goal, we adapted and implemented Growing Up Great in Kinshasa, worked in partnership to scale and sustain the program, and built evidence on gender socialization and health through a 5-year cohort study of 10 to 14-year-olds. Next, please. We've had the rare gift and privilege of time and resources to document both the process and the results of this effort. This webinar is an example of our dissemination efforts, one of our last efforts along those lines. And you can learn more about our journey through the resources featured on this slide. When you receive the webinar PowerPoint, you can click on these links and find these materials. Here on this slide, we've highlighted the Growing Up Great implementation guide and also briefs on program impact, youth and stakeholder engagement through responsive feedback, a summary of the 7-year implementation and research journey, and an assessment of the process and results of scaling up Growing Up Great. Next, please. So very excitedly, I'm announcing the launch today of the Growing Up Great legacy site. You can use this QR code to go there or go to growingupgreat.org to access over 60 resources available in French and English, organized by each phase of our journey, which our speakers will be telling you about in a few minutes. Next slide, please. So after laying that foundation, let's dive in a little bit into this initiative. So research shows that adolescence is a period of rapid cognitive development, second only to the first 3 years of life. In particular, early adolescence represents a unique opportunity to promote positive youth development before girls and boys begin sexual and reproductive and romantic relationships. Because it's a time of increasingly gendered experiences and social expectations, it represents a unique opportunity to foster more equitable attitudes, norms, and behaviors, shaping lifelong reproductive trajectories. Next slide. You may very well be wondering, why did we choose to do this work in DRC? DRC is a young country with almost a quarter of its population between the ages of 10 and 19. As in many countries around the world, including my own, many people grow up in a context of high violence, limited contraceptive use, and entrenched gender inequities. Given this, the Growing Up Great Consortium saw a pressing need for effective approaches to support girls and boys in Kinshasa as they transition through puberty to adulthood. DRC was also a priority country for our funders and a place where our consortium partners had strong ongoing relationships. With that, I'd like to turn over to Blondine, who will tell you more about Growing Up Great. Bonjour à tous. Bien grandir est un programme de santé sexuelle et reproductive des adolescents sous la transformation des genres pour les très jeunes adolescents, 10 à 14 ans, qui a été mis en œuvre en République démocratique du Congo. Nous avons impliqué les très jeunes adolescents dans ce programme et aussi les adultes influents dans leur vie, tels que les parents, les enseignants et les prestataires de santé, dans 15 quartiers de 2 communes de Kinshasa, les communes de Massina et de Kipanseki. Pour les très jeunes adolescents, nous avons encouragé les attitudes et les comportements équitables entre les sexes et nous avons aussi développé les connaissances sur la puberté et la santé sexuelle et reproductive. Pour les adultes, nous avons plutôt encouragé les attitudes et les comportements équitables entre les sexes. Nous avons plutôt encouragé les interactions positives avec les très jeunes adolescents à la maison, à l'école, ainsi que dans les structures sanitaires. Et au niveau de la communauté, nous avons travaillé sur les changements des normes sociales restrictives en matière de genre et de sexualité des adolescents. Next slide. Quelle a été notre stratégie par rapport à bien grandir? Nous avons travaillé sur le modèle socio-écologique qui apparaît sur cet écran.
Nous avons travaillé avec les très jeunes adolescents et avec ces très jeunes adolescents, nous avons utilisé la boîte à outils, qui est un ensemble de matériel interactif et sexo-transformateur pendant des séances hebdomadaires de clubs de très jeunes adolescents. Les très jeunes adolescents qui étaient au niveau des écoles qui étaient ciblées pour ces projets ont participé à des clubs scolaires qui se réunissaient après la journée scolaire ou le week-end. Et les très jeunes adolescents non scolarisés ont participé à des activités des clubs au niveau communautaire. Nous avons aussi travaillé avec les parents au niveau des écoles et d'autres adultes aussi qui s'occupent des très jeunes adolescents et qui jouent un rôle aussi important dans la formation des perceptions et des comportements des très jeunes adolescents. Avec ces parents, nous avons élaboré une série de témoignages vidéo présentant des parents de communautés locales qui avaient déjà adopté des comportements positifs, reflétant des normes que nous espérions influencer. Au niveau des écoles, nous avons aussi travaillé avec les très jeunes adolescents qui étaient scolarisés et membres de clubs au niveau de ces écoles, et aussi les autres adolescents qui n'étaient pas membres, mais qui étudiaient dans ces écoles, qui étaient ciblés par rapport à ces projets. Ces adolescents ont utilisé également la boîte à outils que nous avons utilisée au niveau des clubs pendant la dispensation des cours d'éducation à la vie familiale. Nous avons travaillé au niveau des écoles en étroite collaboration avec les enseignants, le chef d'établissement, le superviseur des districts et des responsables nationaux du ministère de l'Éducation afin d'incorporer le matériel de la boîte à outils dans les différents documents de formation et les directives d'enseignement dans les classes par rapport à ce programme national d'éducation à la vie familiale. Au niveau du système de la santé, nous avons créé des interactions entre les prestataires de santé et les adolescents qui étaient membres des clubs au niveau des écoles et aussi au niveau communautaire. Les prestataires de soins étaient invités au niveau des activités des clubs pour donner une leçon sur la santé sexuelle et reproductive et les différentes activités qu'ils offraient au niveau de leur structure sanitaire. Ces activités visaient à familiariser les très jeunes adolescents avec les services de santé disponibles et à remettre en question les différentes normes liées à l'utilisation des services de santé par les adolescents. Au niveau de la communauté, nous avons encore travaillé avec d'autres membres de la communauté de tous âges qui ont participé à des séances de discussion séparées sous des vidéos et à d'autres activités interactives en utilisant un jeu conçu pour refléter un passe-temps local tout en apprenant sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents. Au final, l'objectif de ce programme était d'améliorer les connaissances, les compétences et l'efficacité personnelle des très jeunes adolescents sur des sujets plutôt liés à la puberté, à la sexualité, à la grossesse, à la contraception et à la recherche des différents services de santé disponibles. C'était aussi pour améliorer les attitudes et les comportements équitables entre les sexes parmi les très jeunes adolescents, notamment le partage des tâches ménagères et des temps égaux pour les études et l'école. Nous avons aussi comme notre objectif d'améliorer l'environnement normatif pour aider les adolescents à discuter de la puberté, de la sexualité, de la grossesse et de la contraception avec des adultes de confiance et à rechercher des services de santé si nécessaire. Et à long terme, nous nous attendions à ce que ces changements conduisent à une utilisation accrue des contraceptifs modernes au fur et à mesure que les très jeunes adolescents atteindraient l'âge de l'adolescence. Je passe la parole à Jen pour la poursuite de la présentation. Merci. Thank you, Blondine. Now that you've all heard a little bit about the Growing Up Great intervention, I want to share a bit more about our 7-year journey to build on the existing evidence and lay the groundwork for successful pilot, evaluation, and scale-up of the program. Here is a snapshot of our project cycle.
which was planned to maximize engagement with government and civil society partners through a variety of different collaborative activities and opportunities for learning across 3 domains: program implementation, scale up, and evidence generation. And we'll dive a bit deeper into each of those phases on the next few slides. The first phase of the project in 2016 was dedicated to establishing strong partnerships and systems. These included establishment of the Stakeholder Reference Group, a technical advisory group of government ministries, NGOs, and UN bodies, selection of local partners, and developing learning and communication systems with partners. This allowed us to embark on an iterative process of intervention design, pilot, and eventually scale, supported by strong collective research, learning, and adaptive management systems. We conducted a rapid review of the context, policies, and programs relevant to VYAs in DRC. This included the addition of several questions on out-of-school youth in the Kinshasa PMA survey to guide intervention development for out-of-school VYAs. We also conducted a social norms exploration to identify key social and gender norms prevalent among VYAs and their reference groups, that is, the people whose approval is most important and influential. And finally, we established a technical assistance relationship with ExpandNet during this phase to support our scale-up planning. Next slide. Working together with the Stakeholder Reference Group, local communities, and a stellar team of local illustrators and videographers, the Growing Up Great team drew successful elements from 3 other evidence-based VYA programs: GREAT in Uganda, Grow Up Smart in Rwanda, and Choices, Voices, Promises in Nepal, to build the cohesive, multi-level Growing Up Great intervention that was presented by Blondine just a moment ago. Next slide. Growing Up Great was intentionally designed to address a specific set of gender and social norms linked to adolescent reproductive health outcomes. These norms were identified using the social norms exploration tool developed by the Passages Project. And they include the unacceptability of discussing puberty, sexuality, or other topics related to reproductive health with VYAs or adolescents generally, norms related to gendered traits, roles, and behaviors, and stigmatization of VYAs seeking health information or services, even with parent approval. These were not the only norms addressed by the intervention, but they were the key norms included in our theory of change and measured by the impact evaluation. Next slide. With the basic package sketched out, our team entered phase 2 in early 2017. During this period, we translated, adapted, and pre-tested the materials, working with youth and stakeholders to ensure Growing Up Great met the needs of VYAs and their communities. We received targeted support from ExpandNet during this phase to start with the end in mind, laying out our scale-up assumptions and goals at the outset, and applying scale-up criteria to the proposed intervention to ensure it would be scalable. Once finalized, we conducted what we called the Learning Lab, a rapid pilot of the full Growing Up Great package that allowed us to test activities, materials, and monitoring approaches. Following the Learning Lab, the team identified and remediated challenges, after which the intervention package was formally validated by the Stakeholder Reference Group. And during this phase, the baseline survey was also finalized by our evaluation partner, the Global Early Adolescent Study. Through the work done during phase 2, the project team developed an initial multi-level theory of change. This is the final iteration of that theory of change, a 4th version. It was certainly not this attractive at the beginning, but the process of developing it and subsequently revising it through the project journey allowed us to identify and link key elements of the intervention and research, including intervention activities at each level of the socio-ecological model, essential mechanisms of change at different levels, including not just the content, but the pathways to positive change. And this was based on social norms change theory. The key outcomes and norms to address, and the long-term intended outcomes. Next slide. Phase 3 was our pilot, during which we implemented the intervention during a full school year, established a youth advisory body to ensure their meaningful engagement in all aspects of the project, and completed the outcome evaluation.
During implementation, we worked with the Ministry of Education and schools to establish school-based clubs and with community-based partners to identify out-of-school VYAs for community clubs. We trained ministry and local NGO partners on the intervention and then supported phased intervention activities. During this time, our team regularly collected, analyzed, and applied monitoring data for decision-making. We engaged the stakeholder reference group and the newly established Youth Advisory Council in these discussions during quarterly learning meetings. This responsive feedback approach allowed us to make several program adjustments in real time to improve participation and acceptability of the intervention. The Global Early Adolescent Study completed 2 waves of data collection in June 2017 and September 2018 to serve as our outcome evaluation. And that evaluation was also complemented by a qualitative youth-led evaluation completed by adolescent members of the Youth Advisory Council, mentored by youth researchers from a local youth-led organization. So lots of youth leadership all around. This participatory research allowed VYAs to investigate the changes brought about by Growing Up Great. And you'll hear more about the results of both of those studies in just a moment. Next slide, there we go. Phase 4 encompassed a year-long review and preparatory process to plan scale up. Together with implementing partners and stakeholders, we completed a scalability assessment to carefully consider if Growing Up Great was poised for scale. We used the World Health Organization expanded attributes you see in the purple box to gauge whether the intervention met necessary criteria. Many sources of data informed this assessment. Of course, the GEAS Wave 2 data provided information on the intervention effectiveness, and that was central. But we also drew on monitoring data, cost study results, and implementers' feedback, which was carefully documented during a scale-up workshop. Ultimately, the stakeholder reference group, with the endorsement of the National Adolescent Health Program, voted to scale up Growing Up Great, and in early 2019, we hosted a series of technical consultations with each government ministry to develop scale-up work plans and benchmarks. And before we share more about Scale Up, I'm going to turn it over to my colleague Eric to share more about the evaluation results. Merci, Jane. Il fallait prouver que l'étude avait une efficacité pour pouvoir passer à l'échelle. Et pour ce faire, nous avions conduit des grandes activités. Il y avait d'abord l'étude internationale sur les jeunes adolescents, en anglais GES, et puis l'évaluation participative conduite par les jeunes. Pour GES, nous avons utilisé 2 groupes. Il y avait un groupe de personnes, très jeunes adolescents qui ont reçu bien grandi comme intervention, un groupe qui n'avait pas reçu l'intervention. Et dans chacun des 2 groupes, nous avions des non scolarisés et les scolarisés, étant donné que dans le pays, nous avons aussi un groupe des adolescents qui ne sont pas scolarisés. Lors de la première phase, en 2017, nous avions autour de 2842 très jeunes adolescents dans le programme. Et en 2018, une année après, pour pouvoir vérifier les faits, nous avions eu 2519 très jeunes adolescents. Ce que nous avons fait, c'était de vérifier les effets dans les 2 groupes et voir s'il y avait des différences. Concernant l'étude, l'évaluation participative des très jeunes adolescents, nous avons impliqué les très jeunes adolescents eux-mêmes pour pouvoir collecter les informations sur les perceptions des parties prenantes, notamment des parents, des jeunes adolescents eux-mêmes, des prestataires de services, sur les changements dans la communauté liés à bien grandir. Et pour cela, les jeunes adolescents qui ont été formés ont mené des interviews, ont collecté les informations sur des histoires, notamment en termes de changements les plus significatifs. Et nous saluons aussi la présence de Suzanne qui nous a aidés pour pouvoir améliorer ces observations. Suivant. Qu'est-ce que l'étude a montré? L'étude a montré que ce soit pour les très jeunes adolescents, scolarisés et non scolarisés, il y avait des améliorations entre autres en termes des relations avec les tuteurs ou les parents. Les projets visaient à ce qu'il y ait amélioration de la communication, qu'il y ait discussion entre le parent et l'adolescent, et ça a été prouvé déjà lors de la 2e phase de collecte des données. Nous avons noté aussi une amélioration des connaissances pour ce qui concernait la santé sexuelle et reproductive, notamment les informations sur la contraception et la menstruation, mais aussi une amélioration de l'attitude des très jeunes adolescents qui ont participé au projet, de leurs parents, de certains membres de la communauté, pour ce qui concernait les tâches domestiques,
le partage des tâches domestiques liées au genre. Suivant. Next. Okay. Par exemple, nous avons noté, si nous prenons les très jeunes adolescents non scolarisés, par exemple les filles, si nous les comparons avec ceux-là qui n'avaient pas bénéficié du projet, nous avons noté, par exemple, qu'ils étaient 5 fois plus à mesure de pouvoir discuter ou communiquer sur leurs relations affectives avec les parents, les tuteurs ou les autres. Ils étaient 2 fois plus susceptibles de pouvoir discuter ou parler des autres de la contraception ou de comment se protéger contre la grossesse ou éviter les grossesses. Ils étaient plus à l'aise de pouvoir parler de leurs sentiments pour ce qui concerne leur corps, notamment liés à la puberté. Vous savez qu'il y a des transformations et les personnes qui ont bénéficié du projet étaient plus à l'aise par rapport à cela. Ils étaient plus à mesure de pouvoir appuyer ou de supporter les attitudes liées, par exemple, à l'égalité du partage des tâches domestiques. Et ils ont aussi rapporté pour la plupart avoir une amélioration de leurs compétences psychosociales, notamment en termes de prise de décision. Dans la maison, avec leurs parents, ils pouvaient facilement prendre des décisions, parler, discuter avec le parent. Suivant. L'évaluation participative conduite par les adolescents nous a permis de collecter les informations sur quelques changements dans la communauté. Par exemple, ici, nous rapportons ce que les parents, les tuteurs ont dit, notamment par rapport au changement dans la communication. Beaucoup ont apprécié l'amélioration de la discussion avec les adolescents sur la puberté, mais aussi d'autres sujets tabous, sensibles comme la sexualité, les tâches ménagères, ainsi de suite. Beaucoup ont appris qu'il était bien pour pouvoir faire l'égalité de tâches par rapport à des pratiques et de comprendre ce que ça voulait dire dans les activités domestiques. Beaucoup ont aussi appris comment est-ce qu'ils pouvaient bien éduquer leurs enfants, les élever de manière appropriée. Et aussi, ils ont été bien informés pour tout ce qui concerne la protection des adolescents ainsi qu'une bonne supervision de manière équitable. Par exemple, ce papa qui a dit qu'avant, il ne savait pas comment il pouvait conseiller ou faire grandir ses enfants, mais avec bien grandir, il a appris que tous les enfants sont égaux. Garçons ou filles doivent apprendre à pouvoir parler et que cela a mené des changements, par exemple, par rapport à son garçon. Suivant. Les professeurs aussi ont noté de même. Ils avaient des documents qui les permettaient de pouvoir enseigner et ils ont aussi beaucoup de facilités comme combiner les enseignements avec les jeux qui amélioraient l'apprentissage, mais aussi les appréciations de jeunes. Suivant, je passe la parole à Myriam pour pouvoir parler de l'étape suivante des mises en échelle. Merci bien, docteur Eric. Bonjour tout le monde. Donc, comme Jen l'avait bien souligné, la mise à échelle de BG a été décidée en collaboration, c'est-à-dire par les membres du groupe de référence, des parties prenantes, le consortium de BG et les principales parties prenantes du gouvernement. De ce fait, il y a 2 approches de mise à l'échelle de l'Expanet de l'OMS qui ont été utilisées, c'est-à-dire la mise à l'échelle horizontale et la mise à l'échelle verticale. Pour la mise à l'échelle horizontale, l'intervention a été étendue dans plusieurs communes, dans plusieurs zones, à travers le financement de l'Affaire mondiale du Canada et à travers Save the Children Canada. De ce fait, il y a eu plus de communes et d'écoles qui ont été touchées. En plus, cette approche qu'on appelle BG+, a ciblé les adolescents plus âgés, c'est-à-dire qui ont 15 ans, de 15 à 19 ans, en plus des adolescents de 10 à 14 ans. Donc, ça a été la mise à l'échelle horizontale. Pour la mise à l'échelle, next, please. Merci. Pour la mise à l'échelle verticale, nous parlerons de l'institutionnalisation parce que ça a été fait en intégrant l'approche BG dans les systèmes de quelques ministères de santé. Il s'agit de 3 ministères. Il y a le ministère de l'Éducation à travers la direction d'éducation à la vie courante via l'EPST.
qui est le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Ainsi, ils ont intégré les supports de bien grandir dans les cours d'éducation à la vie familiale qui existaient déjà. De ce fait, pour le ministère de Santé, là-bas, c'était le volet des activités qui sont menées dans la communauté. Il s'agit des activités avec les parents et avec les autres membres de la communauté, comme les sessions vidéo, par exemple. Aussi pour organiser des visites d'échange, parce que les adolescents des clubs BG visitent des centres de santé. Donc, à travers ça, on organise des visites pour qu'il aille au niveau des centres de santé afin de poser les questions et se familiariser avec les services de santé SR particulièrement. Maintenant, en fait, il y a le ministère des Affaires sociales qui a aussi intégré BG dans son système, c'est-à-dire ils font des cours de rattrapage. Donc, c'est des centres de rattrapage. Avec l'appui du ministère de l'Éducation qui avait l'expérience, le ministère de l'Éducation a appuyé le ministère des Affaires sociales à identifier les cours dans lesquels BG pouvait être intégré et de ce fait, ils ont pu commencer l'intégration pour garantir la disponibilité. Aussi, il faut noter qu'il y a des agents techniques du ministère, des différents ministères qui ont été formés comme les formateurs afin d'assurer la durabilité d'une ressource humaine compétente et aussi leur disponibilité. Voilà pour no last previews. Yes, thank you. Donc, la coordination de BG a lancé des activités adaptées. Rappelons que les activités, quand on a décidé d'aller à l'échelle, on a identifié quelques points à adapter. Donc, pour ces paquets, on a lancé la mise en œuvre des activités adaptées avec directement les écoles et 2 OBC lead qui avaient déjà l'expérience pour appuyer. Du coup, comme tout le monde sait, il y a eu l'avènement de COVID-19 qui a fait que les cours ont été arrêtés. Du coup, l'arrêt de cours a impacté les activités de BG qui on était obligé d'arrêter ces activités aussi. Mais heureusement, avec les restrictions, l'État a organiser des cours à distance. De ce fait, SEV, en collaboration avec l'UNICEF, ont plaidé et appuyé l'intégration du cours l'éducation à la vie familiale qui faisait partie des programmes mais qui n'était pas intégré et ainsi aussi l'utilisation de l'intégration de certaines thématiques de BG sur la puberté. Ainsi, ces activités ont été diffusées à la télé et à la radio. Après, il y a eu une étude qui a été menée, une étude rapide pour documenter ces activités et évaluer l'acceptabilité de l'apprentissage à distance de l'éducation à la vie familiale par les adolescents et leurs parents également. Save the Children a aussi appuyé la transition de la coordination parce qu'il fallait passer les bâtons. Pour cela, il fallait préparer les ministères à avoir les éléments nécessaires et la capacité nécessaire pour continuer après le retrait du projet. Toutes les recherches, les résultats des recherches ont été disséminés. Par exemple, il y a les résultats de l'étude qui ont été partagés lors des séries de réunions d'apprentissage et de réflexion avec les parties prenantes, ce qui a permis d'établir une feuille de route qui précise les rôles et les responsabilités de chaque ministère pour pérenniser BG. Sinon, avant, tout ça s'était coordonné par l'équipe de Save the Children. Aussi, il y a eu la collecte des données de la vague 4 et la vague 5 de GSA pendant ce moment-là. Next, please. Merci. Donc, il y a eu aussi des disséminations faites par les groupes consultatifs des jeunes. Donc, Save the Children et COGE
ont organisé des journées de réunion dans les communautés pour partager les résultats du GSA et de l'évaluation participative menée par les jeunes. Ainsi, ils ont discuté de la contribution de COJ dans l'évolution du projet Bien Grandir. De même, en décembre, par exemple, l'équipe de SEV et les membres de COJ ont pu assister à une réunion trimestrielle du groupe de travail santé et bien-être des adolescents et des jeunes du PNSA, Programme national de santé des adolescents, pour présenter la réalisation du COJ et du consortium PG plus large et partager les recommandations politiques qui ont été élaborées suite aux interventions, ce qui vise à améliorer la santé sexuelle et reproductive des adolescents en RDC. Donc, tous ces résultats sont disponibles et vous les aurez sur les sites et d'autres canaux d'information. Je repasse le micro à Dr. Eric. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maria. Comme vous avez noté, Bien Grandir a été bâti sur un partenariat important, un partenariat solide, où plusieurs partenaires, en commençant par la communauté, les groupes de recherche, les organisations scientifiques, ont participé ensemble pour pouvoir mettre en place ces projets. Donc, nous avons trouvé important de discuter un peu des réflexions sur ces partenariats, comment bâtir un partenariat équitable et comment donner la voix, notamment aux adolescents. Personnellement, je suis de l'école de santé publique de Kinshasa et j'ai été chargé comme coordonnateur de ce qui concernait la collecte des données de recherche sur le projet Bien Grandir. Et nous étions en partenariat dans ce cadre-là avec Johns Hopkins, qui faisait partie d'un grand groupe qu'on appelait les JIS. Et pour nous, la partie scientifique, nous avions aussi à travailler dans le partenariat avec les OBC et Save the Children, par exemple, pour pouvoir recruter les jeunes, pour pouvoir accéder aux parents et aux écoles. Je donnerai par exemple, lorsque nous avions voulu avoir les très jeunes adolescents non scolarisés, nous étions obligés de travailler avec les recopés pour pouvoir les recruter. Et c'est ce partenariat qui a été mis en place pour pouvoir réaliser dans notre partie des recherches des avancées notables. Je vous dirais par exemple qu'avoir 2800 jeunes adolescents à suivre, c'est difficile et c'est parmi les grandes réalisations de l'école de santé publique de pouvoir avoir cette cohorte pendant 5 ans, une étude de cette ampleur où on pouvait suivre. Cela était lié à ces partenariats. Notamment, ces partenariats ont été bâtis sur des relations interpersonnelles. Nous avions de bonnes relations avec nos partenaires et nous avions aussi un respect mutuel. Les partenariats étaient basés sur la confiance et la contribution de chaque personne était tenue vraiment de validité et chacun pouvait s'exprimer. Pour nous, l'école, nous avons beaucoup gagné pour les renforcements de nos capacités, mais aussi avoir les ressources pour pouvoir bâtir. De l'autre côté, nous avions nos partenaires, par exemple, l'Université Georgetown, l'Université Californie San Diego, Save the Children, mais aussi les autres, les OBC, qui nous ont aidés à travailler dans la communauté. Nous avions des réunions où chacun pouvait participer, donner son point de vue pour que nous puissions améliorer. Et en tant que chercheurs, nous avions notre voix qui était bien respectée par nos partenaires. Ce n'est pas parce qu'eux donnaient les moyens, qu'ils donnaient les opportunités, qu'ils pouvaient tout nous imposer. Lorsque nous recevons les outils, par exemple, nous pouvons refuser telle question, nous ne poserons pas, ou telle chose, nous n'allons pas explorer, ou nous préférons faire telle autre chose. Ce partenariat a été très important pour nous, pour pouvoir améliorer les capacités de l'école. Mais nous avons vu aussi que par rapport aux autres parties prenantes, je peux prendre les OBC, ils ont aussi bénéficié de cela. Beaucoup ont eu la capacité, on les a formés, on leur a donné les capacités pour pouvoir travailler dans la communauté, d'acquérir des compétences, d'élargir leur réseau. Et cela était dû seulement à ces partenariats. Et comme j'ai dit, ces partenariats étaient bâtis réellement sur la confiance, les relations interpersonnelles, le respect, et ça permettait à ce que chaque personne puisse bénéficier du projet et de pouvoir participer avec les autres. Un partenaire important et non des moindres étaient les jeunes adolescents. Dans le projet, nous leur avons donné aussi de la voix. Par exemple, pour l'école de santé publique dans la partie recherche, nous les avons intégrés dans un grand projet qu'on appelait l'évaluation participative.
C'est une idée qui était venue de notre partenaire Georgetown University et Save the Children. Nous les avons formés, nous leur avons appris comment on fait la recherche, à leur âge, comment interviewer les personnes, comment pouvoir accéder aux gens, comment interviewer, collecter les données et se comporter sur le terrain. Et ils ont été formés, lancés sur le terrain. Ils sont allés voir le parent, parler avec les prestataires, les enseignants et leurs propres collègues adolescents et ils ont rapporté les données. Nous leur avons montré comment on analyse, ils ont analysé et ils étaient les seuls à aller aussi présenter devant les autres et c'était impressionnant comme capacité. Nous avions aussi, nous les invitons à souvent dans les disséminations où nous leur donnons la parole pour qu'ils donnent leur point de vue par rapport aux résultats, comment les interpréter et dans le conseil des jeunes. Dans le cadre des GIS, nous avons aussi appuyé une autre activité, les Global Adolescent Board, où ils sont allés deux de Kinshasa pour pouvoir parler avec les autres des autres pays, à Malawi, Indonésie, États-Unis, Jamaïque. Ils ont parlé ensemble, ils ont conçu des projets et cela a permis à ce que nous puissions partager. Et pour cela, nous aurons à parler de ce partenariat. Je passe la parole à Rebecka pour pouvoir présenter nos panélistes. Thanks, Eric. I think, are we ready to, yes, go ahead, please. I think we're ready to launch our video. We're not hearing the sound, Francine. There you go. Bonjour, Ibrahim Badou, adolescent du Conseil de jeunes bien grandir et gagner plus, principalement secrétaire exécutif du Conseil de jeunesse. Le projet Bien grandir plus nous impliquer dans beaucoup, alors on a beaucoup de projets et non seulement beaucoup de projets, mais dans plusieurs activités en fait. On n'était pas simplement des gens qui venaient assister ou non, mais on était vraiment des acteurs, on n'était pas des spectateurs, voilà. On était des acteurs, on était pleinement impliqués dans tout ce que Bien grandir nous donnait. Donc, c'était vraiment quelque chose de bien. En tant que membre du cours, je dirais que dans le conseil de jeunes, je n'ai pas commencé récemment comme la majeure partie des adolescents du coach qui, principalement les adolescents de Bien grandir plus. Mais je suis du conseil de jeunes depuis 2017 et je sais très bien c'est quoi le coach. Et je peux vous dire que le coach, c'est vraiment un merveilleux groupe qui a été mis en place par Save the Children, dérivé des projets Bien grandir et Bien grandir plus. Et de par cela, nous, adolescents, avons pu vraiment nous impliquer. Parce que déjà que dans le projet Bien grandir, on était impliqués pleinement, ça c'était quelque chose de bon. Mais de par le coach, on a vraiment pu prendre les implications, les responsabilités au sérieux et à cœur. On ne devait plus simplement dépendre de Save the Children pour pouvoir planifier des choses, mais la majeure partie des trucs devrait être fait par nous-mêmes. C'était une très grande responsabilité qui nous avait été léguée. Save the Children nous avait donné, c'était une très grande opportunité pour nous. Donc voilà, si je pourrais partager avec vous quelques aspects les plus gratifiants ou encore de ma participation à un projet tel que Bien grandir. Bien sûr, bon, ce qui est sûr est que, outre Bien grandir, je ne trouve pas un autre projet qui a vraiment été si gratifiant que cela. Je ne trouve vraiment pas parce que Bien grandir, en fait, c'était la base même du commencement de ce que je suis parce que l'acquisition de ces connaissances, c'était pas quelque chose en vain, c'était vraiment une très grande étape pour moi et surtout la manière dont je devrais procéder à ce dernier. Donc, c'était pas quelque chose qu'il fallait simplement considérer, mais c'est quelque chose qu'il fallait vraiment prendre à cœur. Et moi, je prenais sérieusement à cœur. Et ce qui a fait que je puisse progresser avec, vraiment progresser avec. Et pour ce qui est de choses ou encore des difficultés que j'ai pu avoir rencontrées, les difficultés primordiales venaient de la famille, de la maison, parce que déjà, c'est pas tout parent qui peut tolérer que son enfant puisse avoir
participer dans un club qui traite des sujets liés à la santé sexuelle. Donc, c'est pas tout parent qui pourrait tolérer ça. Vraiment pas tout parent qui peut tolérer ça. Et donc, il a fallu d'abord convaincre les parents. C'était ça le premier point difficile. Dieu merci. Papa même aussi commençait à assister à des sessions vidéo. Il voyait combien bénéfique et important était cela pour moi. Et pour mon jumeau aussi, parce que nous étions dans le club. Donc, voilà. Le plus dur a été fait. Et pour ce qui est d'autres difficultés rencontrées au sein du conseil de jeunes, je peux dire que lorsque nous avions mené les évaluations participatives, parce que nous avons eu ce privilège de mener les évaluations. C'était un très grand privilège pour nous d'avoir mené ces évaluations. Et de ce fait, les difficultés que nous avions pu rencontrer sur le terrain, c'était la manière d'interagir avec les gens. C'est vrai que pour une première, ce n'était pas quelque chose de facile, donc il fallait s'adapter, s'habituer, interagir, causer avec des gens, des adultes, des parents. Donc c'était vraiment là quelque chose ou encore une nouvelle expérience pour nous tous. Je suis ce programme santé et reproduction de l'UNICE. J'ai travaillé par le passé au sein de Children en tant que directeur du programme santé et reproduction. J'ai donc été mis, donc cela qui est mis en œuvre pour bien gérer les projets bien grandir pour le compte de Save the Children. Je dirais que lorsque je vois le terme partenariat dynamique, je vois cette idée de pouvoir développer de manière conjointe les objectifs, les priorités, les plans d'action avec différentes parties prenantes ou différents partenaires. En ce qui concerne ce projet bien grandir, nous avons travaillé avec beaucoup de partenaires, avec des organisations qui étaient dans il y avait le ministère de la Santé avec les programmes nationaux santé des adolescents, le ministère de l'Enseignement avec la direction d'éducation à la vie familiale et plusieurs autres parties. Donc, l'idée était d'organiser les activités, des ateliers de planification ensemble. Et ça a permis à ce qu'il y ait une bonne appropriation au niveau des parties prenantes. C'est-à-dire de notre expérience avec ces projets bien organisés, nous pensons que les choses qui ont bien fonctionné, c'est ce partenariat que nous avons eu au niveau stratégique. Parce que, dans le cadre de la coordination des interventions, on avait mis en place ce que nous avons appelé des groupes de référence. Dans ce groupe de référence, il y avait des partenaires du ministère, je dirais même des différents ministères, le ministère de la Santé, le ministère de l'Enseignement, le ministère des Affaires sociales. Il y avait également des experts des agences des Nations Unies, des experts des ONG internationales et nationales. Ce cadre avait permis que le parti prenant s'approprie, surtout lorsqu'on parlait de la phase pilote du projet. Il y a eu vraiment une bonne appropriation de parties prenantes qui ont conduit tout le processus. Je dirais les parties prenantes ont conduit en conjonction ensemble le processus d'adaptation du projet, y compris le matériel de mise en œuvre. Et même le résultat était partagé avec différents partenaires. Ils ont ensemble travaillé sur le plan de mise à l'échelle de l'intervention. Et ça a permis à ce qu'au niveau de différents ministères, qu'il y ait une intégration de l'approche, que ce soit du côté de la santé, du côté de l'enseignement. Alors, ce qui, selon moi, n'a pas marché, ou ce qui devrait être amélioré dans le futur, c'est que ce partenariat qu'on avait au niveau stratégique, cette coordination au travers de lignes de référence, au niveau intermédiaire, ça n'avait pas fonctionné comme il fallait. Par exemple, on a eu un cadre de coordination au niveau national, mais au niveau de la province, ça n'a pas tellement bien fonctionné que la pérennisation ou l'appropriation des parties prenantes au niveau intermédiaire n'était pas aussi satisfaisante comme ça a été au niveau national. C'était aussi le cas au niveau local. On avait des interventions avec les adolescents non scolarisés, d'une part, et d'autre part avec les adolescents scolarisés. Il n'y avait pas un cadre d'échange au niveau national où les partenaires pouvaient discuter et voir comment améliorer la mise en œuvre du côté opérationnel. Donc, dans le jour qui vient, ou bien s'il y a d'autres opportunités comme celle en lien avec il faudrait réfléchir sur comment renforcer les réseautage des partenaires qui sont
dans la mise en œuvre au niveau international. Déborah Maléga, coordonnatrice nationale. Parler du moi, nous avons eu à organiser, nous avons eu à réaliser. C'est parce que tout un chacun a eu à faire. Cette façon de travailler, c'est le début de se permis également de fournir une famille. Et aujourd'hui même, dans d'autres activités de disponibilité, des expertises notamment de celui-ci. Un partenariat solide avec les dirigeants de notre communauté. C'est juste question de les impliquer, les associer dans tous les processus, du début jusqu'à la concrétisation du projet. Ils sont là pour la communauté, ils sont là pour le bien de la communauté, et voire même ils ont été implantés là pour cela. Alors, leur façon pour eux de contribuer à ce que nous faisons, c'est juste de les impliquer, qu'ils se sentent vraiment impliqués, voire même qu'ils s'approprient du projet comme si c'était leur, fassent de ces projets les leurs, afin que ça soit vraiment une réussite. Parce que lorsqu'on s'approprie de quelque chose, on fait de cette chose-là nôtre, c'est en ce moment-là qu'on réalise qu'on donne le meilleur de soi pour pouvoir la réussir. Kate, over to you. Great, thank you so much, Francine, and thank you again to each of you for being here today. We're very happy to be sharing this with all of you. So I have the pleasure of sharing the 4 key learnings that we have drawn as our key learnings for the webinar. So of course there are more, but I'll share 4. So the first key learning, it relates to gender norms and gender indicators to assess change. Through the intervention and our research, we learned that intervening early can create sustained change in certain gender indicators. So as Dr. Mafute explained earlier, the GEAS included adolescents in both a control and an intervention group. And at wave 1, when all of the adolescents were between the ages of 10 and 14, we found that they already held strong attitudes about how men and women should behave and the roles that men and women could play. So for example, more than 90% of the adolescents at wave 1 believed that women should obey their husbands in all matters. And we saw no differences when between boys and girls or between in school and out of school adolescents in these measures. We unfortunately saw no intervention effects for gender equitable attitudes 3 months after the intervention, and in fact, at any other wave of data collection. What we did see, however, were improvements in gender equitable attitudes about chore sharing for both the in-school and out-of-school adolescents. So on the next slide, we'll show you the longitudinal results. Here you can see that we have the waves of data, and when we look across all waves of the GEAS data, we see that adolescents in growing up great were more likely than those in the control group
to support gender equality in household chores. And this was across all waves of data. So wave 2 was 3 months after the intervention, and then wave 3, 4, and 5 were held roughly a year apart from one another. So we see long-term lasting impact for the growing up great adolescents on this gender equitable attitudes. So you can see here in wave 2 for the in-school adolescents, they were 2 times more likely than adolescents in the control group to agree that boys and girls should be equally responsible for household chores. So we have a few hypotheses that need to be further tested about why we saw such strong intervention effects for gender equitable chore sharing, but not for the other gender normative attitudes about men's and women's stereotypical roles and traits. So the first is that the growing up great activities spoke directly to VYAs about chore sharing between boys and girls, and not some of those larger gender normative traits. Parents and caregivers also participated in growing up great activities and were educated about gender equitable chore sharing with their children, which could have helped to reinforce this learning within the households. In addition, we hypothesize that chores are really a tangible, immediately applicable concept in the lives of young adolescents. And so this indicator was directly relevant to the adolescents. And that may also explain why we saw these lasting intervention effects. So the next slide, I'll move on to our next key learning. And that is that interventions like growing up great may benefit those who have been left the furthest behind. So we found that the most vulnerable adolescents, which were the out-of-school adolescents within the Centre de Rattrapage or educational remediation centers, they benefited most from the intervention. And this was especially true for out-of-school girls and the youngest among the out-of-school adolescents. On the next slide, we'll show the longitudinal findings related to this. This shows long-term SRH, or sexual and reproductive health outcomes of growing up great, where again, we see that the intervention's impact was especially strong among out-of-school adolescents, as well as for the youngest adolescents in both the in-school and out-of-school groups, and for girls. These findings really highlight and support the use of realist analysis approaches. In other words, really trying to understand what works and for whom, and the importance in doing so of disaggregating by sex and age when working with adolescent groups. This helped our team see nuances in the adolescent experiences in DRC, which has in turn helped better understand and examine the impact of growing up great and the ways to potentially target programs such as these in resource-constrained settings. Another note too is that the project team was initially discouraged from working with out-of-school adolescents because of a perception that that group of adolescents would be too difficult to locate. But this also points to the need to really being proactive about working with populations who stand to benefit most from the project. Moving on to the next slide, the key learning 3 is building off of what you all have already heard, and a theme that ran through the 7-year investment and the project, and that is that of really meaningful partnerships and collaborations. So engagement with the local stakeholders was a critical way to promote not only the generation and use of our data and evidence for program impact, we also used multiple sources of data and allowed each member of our global consortium and our local stakeholders to bring their own perspectives to the interpretation of the data, as well as the program and contextual needs in Kinshasa. And the Growing Up Great leadership team was able to triangulate monitoring data, for example, alongside with insights from the community-based implementing teams and the large quantitative survey data sources from GEAS. And the project team worked to honor each of these perspectives, and we benefited greatly from what each stakeholder did and what they did best, and drawing on those strengths. This process, could you go back to the next slide?
Just a final note that we use a process known as responsive feedback or collaboration, learning, and adapting at USAID. And this use of responsive feedback and our stakeholder engagement were prerequisites for Growing Up Great scale and institutionalization of the program elements. And the next slide, the final learning from Growing Up Great demonstrated that program effectiveness. We've shown through our data sources that Growing Up Great was effective in shifting the outcomes that we were hoping it would shift. It was locally supported, it was seen as relevant, and in fact, it was cited as the best approach for engaging BYAs within the Ministry of Health's strategic plan for adolescent health. However, all of the strong program and effective program is just a starting point. So while we were able to create change in the policy world, and it was the Growing Up Great was also included in the Ministry of Education strategies, and we do want to highlight that this is an achievement that is relatively rare in the BYA program world. So we do want to celebrate that accomplishment a bit, but we also want to highlight here as a lesson learned that technical endorsement from the Ministries of Education, Ministries of Health is really just a starting point. And we learned that we need to also be mindful of funding and workforce gaps when we think about scale up and institutionalization. So with that, I will now turn it back over to Rebecca for a look at our way forward. Thanks. Thank you, Kate. So we're moving into the final section of our webinar today. As we wrap up, we're going to think about what comes next for early adolescents, open the floor for discussion, and then end up by recognizing the contribution of the over 70 organizations and individuals who participated in this work. So here are a few final remarks from the Growing Up Great team on how we can take these learnings forward. I know we've covered a lot of information for you, and what's really the takeaway that we'd like to leave you with. So the first one is that we all need to get far more serious about working with and through institutions and ministries to support early adolescents. Our parallel boutique NGO programs are just not making the difference that we need. Growing Up Great offers important insights into how to do this through line ministries. For example, in the design phase, we should work with institutions to identify existing structures with potential to scale or identify the gaps which could be addressed. We also need to work much more effectively with different entities and parts of our partners who can really get these kind of programs into budgets and work with more multilateral support. So Piero flagged some of the challenges that we face, so that we need better work on that. With regards to norms, we need to better understand which norms represent opportunities for intervention and how those particular norms impact later health outcomes. We're still seeking evidence on our overall theory of change for investing in early adolescence, and where should we actually focus our efforts? For example, is it appropriate and effective to continue focusing efforts on chore sharing? Should we be looking at parent communication, other topics around sexuality? Where does it really make a difference? Multi-level programming, of course, is essential. We all say that, but it's really hard to do. We struggled with parent engagement despite paying a lot of close attention and ongoing adaptation to engaging parents and caregivers. We still have a lot of questions. How much engagement with parents and caregivers is needed and for how long? Very importantly, most program evaluations don't match our hypothesized theories of change. Mostly they tend to focus on the adolescents primarily, often only girls, without adequately addressing other elements of the system that really shape the lives of boys and girls. Finally, we need long-term investment to support scale, such as the 7 years that Growing Up Great benefited from. Meaningful stakeholder engagement, adaptation, and learning take time, and achieving scale-up benchmarks often depends on windows of policy and strategic windows that are beyond our control.
So next slide. We are now going to launch into our question and answer and discussion period. So we have about, I guess, 15 minutes for this section. So Jen, please join me. She's going to help moderate this section. And feel free to come off your mics if you'd like to ask a question. And I thought we might start with a few questions that were already in the Q&A chat to get us started. Jen, I saw that you flagged the question about self-reliance. Do you want to go with that question to start or assign it to someone else? Yeah, I actually flagged that because we have Grady with us. And so I thought that was something that came up during his remarks. And so I thought he might like to say a bit more about that. Grady, si Yeah, I'm there. Tu as compris, bon, il y a une question sur ce que tu as dit par rapport au self-reliance. Ce que tu as appris à travers ton travail avec le Conseil des jeunes. Donc, il y a quelqu'un qui voudrait en savoir plus sur comment cette expérience t'a aidé à renforcer tes capacités et confiance. Si tu as d'autres choses à partager. Ouais, merci beaucoup pour la parole. Pour commencer, j'aimerais spécifier le point sur le Conseil de jeunes. Le Conseil de jeunes était dérivé du projet Bien grandir. Et de ce fait, nous, adolescents du Conseil de jeunes, nous provenions du projet Bien grandir. Pour ce qui est vrai, dans Bien grandir, on a, comme Dr. Eric l'a dit, on a vraiment été impliqué pleinement pour ce qui est des évaluations et autres. Mais, outre ça, pour ce qui est du Conseil de jeunes, dans le Conseil de jeunes, l'implication n'était vraiment plus trop donnée par celle de children parce que le Conseil de jeunes nous a permis de pouvoir prendre les choses en main, faire les choses de par nous-mêmes et l'expérience acquise de ce dernier et le fait que on a pu avoir cette capacité de pouvoir entreprendre des choses par nous-mêmes. Outre cette capacité, il y a aussi le fait de pouvoir savoir comment entreprendre les choses. Bien, pour résumer, je pourrais dire l'acquisition des sujets liés à la santé sexuelle et reproductive, mais que nous ne devions plus garder pour nous-mêmes, mais également en faire part à d'autres. Parce que Bien grandir nous donnait ces connaissances qui devraient nous instruire, tandis que le Conseil de jeunes nous demandait maintenant de prendre ces connaissances-là et les partager à d'autres adolescents qui en ignoraient l'existence ou encore en ignoraient la cause. C'est ça l'expérience basique même du Conseil de jeunes, parce qu'on était vraiment des acteurs, on devrait parler de ça à des adolescents, de par-ci, par-là, leur faire comprendre en fait ce que la sexualité était en général. Donc voilà. Merci beaucoup, Grady. Dennis, I hope that answers your question. If not, please chat more. I think there's a set of very interesting questions about around the barriers to including Growing Up Great in the Ministry of Education and perhaps the other ministry budgets and work plans. And also a related question on the cost drivers, like which elements or costs of the program would we have wanted the ministries to pick up. Jen, do you want to sort of manage that and maybe engage others in answering those questions? Sure, I'm sure that others, maybe Blondine and Puro can add on, but I can start and just say I think this was certainly for us a challenge and a lesson learned as well. Through our scale-up planning, this is something we started thinking about early on, is knowing that we wanted to ultimately integrate into existing government platforms that were well matched to the intervention. In fact, that we intentionally aligned the intervention with. We knew that this would be a goal to integrate into work plans and budgets, and it was those were two of our key scale-up benchmarks.
I think that some of the barriers, I think from the very beginning, there was really, really strong partnership, and the political will was absolutely there. I think it was more logistics, if I can say that, or maybe advocacy is the better word. I think our lesson learned was that we should have been working more intentionally from the beginning to have conversations about finances. You know, we were really focused on designing the intervention to align with systems and collaborating, but I think we maybe were not as proactive as we could have been about having conversations around how will the costs for this be sustained. It was something we started talking about during our scale-up planning year, and it should have been discussed from the very beginning, because ultimately what would have been required is to advocate with other multilateral and bilateral partners who will be continuing to partner with and fund the government programs that we were looking to integrate into. So I think that's a bit of the context and the challenge. Some of the main cost drivers that we would have wanted to see taken up by the government would have been continuous training for teachers and others who are implementing different elements of the intervention, and then production of the package of materials. We left a large stock at the end of project, but those things, you know, they go fast and then need to be replenished. So I maybe will stop there and see if anyone else has thoughts they'd like to add, or if we take another question. Maybe, Jen, there's a question in French in the chat. Could you, or maybe, so go ahead, Piero. I was wondering if you'd like to weigh in on this, please. OK, merci. Je voudrais peut-être rajouter à ce que Jen a dit, les difficultés qu'on a eues pour arriver à budgétiser les interventions au travers du ministère de l'enseignement et même le ministère de la Santé. C'est que le niveau d'investissement dans ce secteur-là, il est très faible au niveau de la RDC. Donc, regardez les budgets qui est alloué à la santé, à l'éducation, il est très faible. Et du coup, déjà, même les activités comme les formations contenues des enseignants, ce n'est pas des choses qui sont clairement financées par le gouvernement de la RDC. Et beaucoup d'activités en termes de formation des enseignants, ça dépend des partenaires des projets. Donc, ça, c'était assez difficile que déjà avec un budget qui est très, très minime, que le ministère puisse intégrer d'autres activités. Et l'autre chose aussi, même ce qui est budgétisé jusqu'à ce jour, c'est difficile que le partie prenante, dont je dirais c'est le ministère de l'enseignement, puisse arriver à décaisser, qu'il y ait un décaissement en fonction de ce qui est budgétisé. Donc ça, ce sont des choses qui, bon, voilà, il y avait de l'intérêt au niveau des acteurs politiques, même les techniciens du gouvernement qui ont travaillé avec nous. Mais il y a eu des défis au niveau un peu plus haut parce qu'il fallait un plaidoyer en même temps, pas seulement au niveau de ces acteurs-là, mais c'est des questions qui concernent également, par exemple, le ministère des Finances qui n'était pas totalement impliqué, le ministère du Budget, mais aussi au niveau du Parlement. Donc, ce sont là. Je pense que la leçon tirée, c'est que si on a des idées, on sait qu'on va arriver à un point où on devrait travailler pour la budgétisation, il faut impliquer le plus de ministères possible, surtout pour ce plaidoyer-là, et même impliquer les parlementaires. Voilà, juste un ajout, merci. Yeah, thank you, Piero. I think that's such a relevant comment. And, you know, in our conversations, maybe over the last year or two with other folks who are working on it, scaling up, such as the ExpandNet Consortium or Secretariat, this issue is coming up over and over again. You know, I think we're starting to do better with designing programs that can be scaled, with doing it together, with getting endorsement, but there's still a lack of what you just explained, especially for programs around youth and gender, you know, programs that are addressing gender. I mean, it's hard enough to get funds for programs around family planning or other sort of
health areas that ministries see as very core to their mission. So this kind of work is even more challenging, I think. Jen, did you want to take that question that's in the chat box? I'm trying to find it. I think, Oh, is I it can, it's, the comment by Martin? I think so, yeah. It's actually a comment from one of our partners. Hi, Martin, from UJK. Just saying that it was a great experience for them to be part of Growing Up Great, and that they are hopeful and ready to continue supporting sustainability, scale up and sustainability of the intervention. Okay, that's great. Thank you, There's a comment by Leon. Okay. What do you think of the adolescents? I'm sorry, I can't read the French. Merci beaucoup. Okay, what do you think of the adolescents inside the campaign? Something. Oh, I see. Sorry. Oh, I'm okay. I thought I was looking at the questions and answers. All right. Oh yeah, I was looking in the chat box. Yeah. Okay, so a question about working in more rural areas. It's a good question. Yeah, I'm just trying to think if someone else might want to answer. We chose Kinshasa because it's a densely populated area and there's clearly a need for this kind of programming. But through our scale-up work, the intention was always to institutionalize, that is to integrate into government systems, the program so that it could then be replicated or spread to other areas of the country, including more rural areas in the interior of DRC. And we did have a couple of examples of sort of spontaneously other programs hearing about Growing Up Great and integrating it into their package of activities. Dr. Blandine, who is one of our panelists, actually led integration of Growing Up Great to an education-focused program. I don't know if Blandine, si vous voulez ajouter quelque chose par rapport à l'intégration du bien grandir dans réalise, parce que la question dans le chat, c'est par rapport à la mise en œuvre dans des régions plus rurales. Vous êtes là, Blandine? Oui, oui, je voulais même les permettre. Effectivement, comme là, m'a introduit déjà Jen, nous avons quand même piloté aussi une composante de bien grandir dans 6 provinces de la RDC avec notre programme réalisé. C'était vraiment un programme focus sur l'éducation et nous avons intégré les parties d'activité au niveau des écoles, où nous avons pu aussi atteindre de très jeunes adolescents au niveau des écoles avec le même paquet d'outils qui a été utilisé à Kinshasa. Et cela a aussi donné de très bons résultats. Donc, nous avons aussi pensé aux enfants de la campagne. Et comme vient de le dire tout à l'heure, le plus grand problème, c'est de pouvoir mobiliser des fonds avec nos différents ministères qui ont vraiment, surtout le ministère de l'Éducation qui a beaucoup apprécié le projet Bien Grandir. C'est juste un programme de financement sur des moyens suffisants pour que d'autres partenaires qui peuvent nous entendre aujourd'hui pourront vraiment financer le ministère de l'Éducation RDC. On pourra aussi piloter aussi cette intervention dans d'autres coins où cette intervention n'a pas encore pu être développée et faire bénéficier aussi de ces informations à tous les très jeunes adolescents de notre pays, la RDC. Merci. Merci beaucoup, Blandine. I think back over to you, Rebecca, because I think we're going to move to our closing remarks. Okay, well, thanks everyone for those great questions. I know we could spend a lot of time discussing them. Mahira just also asked about how can we get this kind of information right to the desks of policymakers and others who don't attend these kind of events. So I think one of the ways we're trying to do that is to make our materials very accessible. But I think also
we need to, all of us here who participate in this project, look for opportunities to do one-on-one meetings, participate in standing meetings, and try to sort of weave this information into our day-to-day interactions with policymakers. So if we can move to the next slide, I want to just sort of, before I, maybe then, I just want to do the acknowledgements, and then we're going to pass it over to Dr. Mbadu to sign us out. So we want to thank all of you for the gift of your time and for acknowledge all the organizations and individuals who are part of Growing Up Great. So the contributions of young people, their parents, their other caregivers, community members, the Youth Advisory Council, represented here by Grady, the line ministries, and community-based organizations. And next slide, please. And then also to acknowledge all of our partners in the consortium, Save the Children, GHU, the Institute for Reproductive Health, ExpandNet, and of course our funders, USAID and the Bill and Melinda Gates Foundation. So thank you all. I hope you're all celebrating and enjoying the coming to the end of this period, but as we mentioned before, and you'll take that knowledge forward. So with that, I'd like to pass the mic, so to speak, over to Dr. Mbadu, who will make some closing remarks. Dr. I'm not seeing his mic on. Are you there, Dr. Mbadu? I see you're here, but I'm not seeing your mic. Ah, there you go. Please take it away. Bien, j'espère que vous allez, j'avais un problème de connexion. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, Yes. oui, bien. Thank you. Bien, je voudrais dire un mot que le projet Bien Grandir a été très bénéfique pour le ministère de la Santé, donc le programme Santé des adolescents, parce que toutes les données probantes qui ont été générées par ce projet ont été utilisées par le programme. C'est-à-dire, nous avions déjà un plan stratégique santé des adolescents à bien-être, mais dans ce plan stratégique, il n'y avait pas d'intervention spécifique pour le groupe des 10-14. Mais lorsque nous avons exploité les données probantes générées par ce projet, nous avons refait un atelier pour intégrer les interventions spécifiques pour les tranches des 10-14 ans. Et donc, aujourd'hui, le plan stratégique santé adolescent du pays quantifié dans le projet Bien Grandir. Alors, autre chose, c'est que grâce à ce projet, nous avons des informations qui vont nous permettre d'élaborer maintenant une stratégie nationale de communication parents-enfants. Et comme nous le savons, Bien Grandir a travaillé aussi avec le parent dans le cadre de la communication parents-enfants sur la sexualité. Alors, le programme a reçu des fonds de l'UNESCO pour élaborer une stratégie nationale de communication entre parents et enfants. Et donc, une fois de plus, nous allons utiliser toutes les données qui ont été générées par le projet Bien Grandir. Alors, je note aussi que le partenariat a été très dynamique avec Save the Children, parce que tout ce qui est formation, tout ce qui est suivi, tout ce qui est supervision, c'était fait avec le PNSA. Et donc, le PNSA a été très impliqué parce que nous-mêmes, nous ne savions pas très bien, c'est que cette tranche est leur problème. Nous, on voyait surtout de 20-24 ans. Donc voilà, sur le plan des partenariats dynamiques et surtout les informations, les données que nous avons beaucoup appris sont vraiment des données riches
et nous les gardons. Rebecca, vous m'avez entendu? Allô, Rebecca? Yes, yes, we have, Dr. Mbadu. Thank you so much for your remarks. Okay. I think we would like to have one last few remarks from Grady. Please, Grady, take it away. OK. Rebecca, je suis obligé de vous quitter parce que j'ai une autre réunion en ligne maintenant avec l'OMS. Well, thank you so much for joining. We really appreciate you taking the time. I can be going? Can I be going? It wouldn't have been Can I be complete going? without you here. Grady, would you like to make a final remark? Yeah, thank you for the speech. So it was a great experience for me. I mean, through growing up great, I mean, to live although it was such an amazing experience because what I've lived and what I've seen, it's not something that every adolescent can do. So I think that they can do it, but it was really a biggest opportunity for me to learn all those things through, growing up great project. And now I'm member of youth council. It's something so great. I'd like to thank all of you, all of the partners, all of the memberships, all of you playing the ball there. I just thank you. And it was a great thing to share my experience in that webinar and hope that I'll have some opportunity next time. So thank you for all. Thank you so much, Grady, for those final words. And with that, I think I'd just like to thank you all for your time today and have a great evening, afternoon, morning, wherever you are. And take care, everyone.